Bonjour, aujourd'hui à Perspective Végane, je suis en compagnie de Danny Plouffe. Salut Danny. Salut. Alors Danny est chercheur au département de géographie de l'Université McGill. Il s'intéresse principalement à l'agriculture, à l'utilisation des sols et à la sécurité alimentaire. Oui, en gros, c'est le domaine, c'est mon groupe de recherche qui s'intéresse à ces questions-là. Moi, je suis là pour aider le groupe de recherche, contribuer à la recherche. Donc, j'ai touché à différentes perspectives en lien avec ces sujets-là. Alors Danny, quels sont les impacts environnementaux de nos choix alimentaires? Grande question large. Oui, c'est extrêmement large. C'est difficile à répondre parce que on a tellement de possibilités maintenant. C'est sûr qu'autrefois, c'était facile. On mangeait ce qu'on pouvait cultiver sur notre terre. Donc, les choix étaient limités. C'est soit qu'on mangeait ce qui était là ou on mourait. Alors que maintenant, on peut manger des légumes importés, des fruits et légumes importés, des céréales importées. On peut devenir végétarien, végétalien. On peut manger omnivore. On peut devenir d'avoir de la diète paléolithique, etc., etc. Donc, il y a quand même beaucoup de possibilités, ce qui fait en sorte que c'est difficile, ça peut être difficile, ça peut sembler difficile de déterminer c'est quoi les bons choix, c'est quoi les mauvais choix alimentaires dans une perspective environnementale. Puis avec la population grandissante, est-ce qu'on a des solutions pour nourrir une population humaine grandissante dans le futur? Oui, ben justement, actuellement, le gros problème, c'est qu'on a besoin de produire de plus en plus avec l'augmentation de la population. Donc, il y a une demande grandissante en nourriture. Il y a entre autres aussi les pays en voie de développement qui commencent à sortir de la misère, disons. Puis donc, ils commencent à consommer plus de nourriture, donc heureusement. Puis ils commencent à faire des choix qui sont plus demandant en termes énergétiques, en termes de territoire, que ça a des impacts importants. Donc, à travers le monde, présentement, on se demande comment, dans le futur, on va être capable de nourrir tout le monde. Puis, est-ce qu'il y a des solutions, toi, que tu envisages, que tu préconises? Ben en fait, juste pour donner un aperçu sur la situation actuelle, est-ce que tu sais à peu près quel pourcentage de la surface terrestre est occupée par les villes? Non, je ne saurais pas Environ. dire. Mais même si j'y allais avec une évaluation, je pense que je serais complètement à côté. Ah, à peu près, c'est un chiffre au hasard. Les surfaces urbaines, c'est à peu près combien? De la surface terrestre, Mm-hmm. je dirais 20%. C'est autour de 5, 6, 7 dans ce coin-là. Oui. OK. Donc, ça occupe pas tant de place que ça. C'est quand même beaucoup, mais de la surface terrestre qui n'est pas recouverte par les glaces, je parle, c'est environ autour de ça. L'agriculture, est-ce que tu sais à peu près quel pourcentage de l'agriculture qu'occupe l'agriculture sur la planète? Ben là, je dirais 60%. T'es pas loin, c'est 40 environ. OK. Fait que 40 de la superficie terrestre est occupée par l'agriculture. Présentement, on est, si je me souviens bien, 7 milliards d'humains environ. Puis, avec la demande grandissante en nourriture, on prévoit que la demande d'ici 2050 va doubler. 40 fois 2, ça fait 80. Oui. Hein? Donc, c'est impossible d'utiliser 80 de la surface terrestre. Entre autres, on a les déserts, on peut pas faire pousser rien là. Donc, c'est l'enjeu majeur, c'est qu'on va avoir besoin de produire tellement dans le futur qu'il n'y aura plus de place pour faire pousser les choses. Puis, tu sais, c'est pas pour rien que présentement, en Amazonie, on voit une déforestation aussi, on commence à manquer de place en Europe, en Chine. C'est les pays principaux où est-ce qu'ils importent la nourriture du Brésil, entre autres. Ce que j'ai compris, en fait, c'est que cette déforestation-là, elle était principalement pour produire des céréales qui serviraient à nourrir le bétail pour nourrir les populations humaines qui consomment ce bétail-là. Oui. Sur le 40 d'utilisé, il y a environ 75 qui sert à la production de viande. Donc, le 3/4 de la superficie agricole, c'est pour la production de la viande. Le 25 qui reste, du 40, sert entre autres pour nourrir les gens, puis aussi pour les bioéthanol, des trucs de même, le biocarburant. Ça fait que la viande prend beaucoup d'espace. Puis la demande en viande grandit dans le monde, au total. C'est sûr que si on considère juste le Canada, par exemple, ou l'Amérique du Nord, il n'y a pas une augmentation de la demande importante, mais en Chine, dans des pays asiatiques, des régions comme ça, il y a une demande plus grande en viande. Donc, ce qui arrive, c'est que cette demande-là en viande, étant donné que la viande, c'est peu efficace en termes énergétiques, parce que, tu sais, je dis que c'est à peu près le 3/4 qui est utilisé de la superficie agricole qui est utilisé juste pour produire de la viande. Mm-hmm. Sauf que ça produit environ 15 des calories qui sont consommées dans le monde. C'est pas beaucoup.
Et est-ce que c'est principalement des pays industrialisés qui... Qui consomment de la viande? Oui, Oui, mais c'est sûr que les pays en voie de développement consomment de plus en de plus plus de en viande. plus. Ouais, c'est sûr que les Américains, c'est les grands champions de la consommation de la viande. On est quand même pas super loin. Mais ça fait qu'il y a la viande, ça a un impact majeur côté environnemental. C'est ça qui prend le plus d'espace à produire. C'est ce qui est le plus inefficace en termes de production de calories. Est-ce qu'on peut avoir, disons, un exemple du ratio d'une livre de céréales produites par livre de viande? Oui. Parce qu'en fait, les terres arables qui sont utilisées pour produire ces céréales-là pourraient, au bout du compte, servir à produire des céréales pour les humains directement. Pour produire 1 kg de bœuf, présentement, on a besoin en moyenne de 55 mètres carrés, alors que pour produire 1 kg de céréales, on a besoin de 4 mètres carrés. Un des grands enjeux actuellement, c'est la production de la viande. Comme par exemple en Amazonie, dans la forêt amazonienne, on la coupe, on fait des plantations de soya. Puis le soya, on l'exporte en Europe et en Chine encore, des endroits comme ça, où est-ce qu'on nourrit le bétail avec le soya. Donc, c'est vraiment un soya qui est pour l'agriculture de bétail. La plupart du soya produit dans le monde, c'est pour nourrir le bétail, pour nourrir les vaches, même si naturellement, ils ne mangent pas nécessairement du soya. Mais bon, ils sont élevés en captivité, puis ils vont manger ce qu'on leur donne. Et puis, si on utilisait nous-mêmes directement le soya, on peut s'imaginer qu'on réduirait l'espace occupé pour nourrir... Non, ce serait, tu sais, c'est peut-être un facteur 10. Je veux dire, on perd, tu sais, quand on a le soya au bétail, on perd peut-être 95% des protéines, de l'énergie. C'est autour de ça. Donc, on a une perte importante. Quand le soya passe dans l'animal et ensuite chez l'humain, on perd beaucoup. Si on consommait directement les plantes, par exemple, là, il n'y aurait aucune raison de couper la forêt amazonienne. Et dis-moi, le lobby du soya, y crois-tu, toi? Qu'est-ce que tu veux dire par là? On parle du lobby du soya. Les végétariens seraient influencés par un lobby puissant qui nous incite à manger de plus en plus de soya. Ben ça, c'est certains lobbies, en fait. Je dirais, je ne nomme pas nécessairement les groupes, mais il y a certains groupes qui font la promotion de d'autres diètes puis qui essaient de montrer que le soya serait dangereux et qu'il y aurait un lobby du soya derrière ça. J'ai un groupe en tête, c'est pas un groupe qui est nécessairement très très fiable. Les chiffres sont clairs, il n'y a aucune ambiguïté. Il n'y a aucune ambiguïté comme quoi que c'est beaucoup plus inefficace de donner le soya au bétail puis ensuite manger le bétail que de manger directement le soya. C'est clair. S'il y avait un lobby du soya, finalement, il pourrait nous encourager à manger de plus en plus de viande parce que plus on mange de viande, plus on produit du soya. Oui, c'est clair. Okay, fait que les autres, un bon lobby du soya découragerait les gens de manger du soya, comme tu dis. fait que c'est peut-être eux autres qui fait le lobby du soya qui essaie de nous faire manger plus de viande. Oui, peut-être. Si on parle des impacts environnementaux, je ne sais pas si on sort de ton domaine de recherche, mais est-ce qu'à part la déforestation qui est... Enfin, juste pour revenir là-dessus, ce qu'il faut comprendre actuellement, c'est que depuis à peu près les années 90, la quantité de terres agricoles n'a pas changé dans le monde. Okay. Ça peut sembler paradoxal. C'est qu'au Canada, aux États-Unis et en Russie, il y a eu une augmentation du rendement. Donc, on a réussi à produire plus avec moins. Donc, il y a eu une reforestation. Donc, il y a plus de forêts maintenant aux États-Unis puis en Russie qu'il y en avait avant. Mais dans d'autres pays, certains pays asiatiques, puis en Amérique du Sud, là, il y a eu une déforestation. Donc, les deux se sont compensés mutuellement. Sauf que ça ne pourra pas durer longtemps. Avec l'augmentation de la population, puis l'augmentation de la population plus de la demande en viande, comme on dit à mon québécois, qui drive la quantité agricole, à un moment donné, on ne pourra plus augmenter les rendements. On ne peut pas les augmenter indéfiniment. Mais on n'aura donc pas le choix de diminuer notre consommation. Est-ce qu'on va y arriver? Pourquoi cette information-là du rapport de l'efficacité énergétique de la production alimentaire, elle n'est pas sur toutes les tribunes? Pourquoi les gens n'ont pas accès à cette information-là de façon... C'est accessible. La FAO en parle. C'est présent, le FAO. Ça sort des fois dans les journaux. C'est très présent dans la littérature scientifique. Les problèmes liés à la consommation de la viande sont incontestables. Évidents, effectivement, les sources scientifiques sont absolument claires là-dessus. Mais... c'est juste des principes de base. Comme je disais, c'est juste le fait qu'une conservation d'énergie, que la vache utilise une certaine quantité d'énergie, qu'il va le perdre en chaleur, etc. Sauf que, pourquoi que les gens sont pas bien informés? Je pense que c'est plus parce que l'information est disponible. Ça, c'est clair, c'est facile à trouver si on la cherche, mais pourquoi souvent qu'elle se rend pas? C'est sûr que c'est pas super vendeur de parler de réduction de la consommation de la viande. Les gens deviennent facilement émotifs quand on parle de viande ou de leur alimentation en général.
c'est comme très personnel, la viande, ou la consommation en général, c'est très personnel, puis on parle de « oh, respecte mon choix ». Fait que des fois, t'as même pas, c'est comme si tu n'avais même pas le droit d'en parler des fois parce que « oh, mais moi, je respecte ton choix, mais respecte le mien ». Mais le problème, c'est un impact qui est au niveau global. Mais c'est un rapport émotif qui finalement annule parfois la pensée critique. As-tu cette impression-là? Oui. Ben, c'est sûr que lorsque l'émotionnel embarque en force, il y a un esprit critique qui disparaît, qui est beaucoup moins présent. Ça, je le vois très régulièrement. Mais je sais que toi, tu es impliqué au niveau des sceptiques du Québec. Oui, j'agis comme porte-parole des sceptiques du Québec, donc je m'intéresse beaucoup à la pensée critique. Et je fais en sorte d'essayer d'être prudent par rapport à ma propre façon de percevoir les choses. Mm-hmm. Parce que moi, en étant végétalien aussi, je vais avoir tendance à faire ce qu'on appelle en anglais cherry picking, de la sélection arbitraire des données. Donc, j'essaie de remettre en doute, de remettre en question, puis de voir l'avis aussi de personnes qui ne sont pas nécessairement végétaliennes. Si on regarde les chiffres les plus conservateurs qui parlent de la production de produits animaux, viande, produits laitiers et œufs confondus, comme étant responsables des gaz à effet de serre présentement? Principalement du méthane. Puis le méthane, c'est un gaz à effet de serre qui est très puissant, beaucoup plus que le CO2. Mais ce que j'ai compris, c'est qu'il est plus facilement réversible. Oui. C'est-à-dire que plutôt que de partir en guerre contre les sables bitumineux, si on partait en guerre contre le méthane de la production agricole, on aurait un renversement de la situation là, atmosphérique plus rapide. Pour l'instant, ça pourrait être une bonne stratégie de diminuer la production de la viande, de bœuf entre autres, parce que c'est quand la vache digère, surtout dans les pâturages, lorsque la vache digère les aliments, ça produit des gaz. Donc, les flatulences de vache, ce qui envoie du méthane dans l'atmosphère. Puis ce méthane-là contribue à l'effet de serre. Donc, c'est sûr que diminuer présentement la quantité de méthane, ça serait une bonne chose. C'est sûr qu'à un moment donné, le prix de la viande va augmenter considérablement. Je veux dire, lorsqu'on va avoir de la misère à trouver de l'espace pour produire de la viande, ça va impliquer une augmentation. Ça risque, à mon avis personnel, ça c'est un avis personnel, j'ai pas vu d'études là-dessus, puis j'en ai pas fait. Ça pourrait avoir aussi comme impact d'augmenter le prix des aliments en général, parce qu'on va manquer d'espace, parce qu'on peut pas produire pour tout le monde. Donc ça va être un autre problème, côté sécurité alimentaire, côté d'être capable de nourrir tout le monde. Ben, si les riches prennent beaucoup d'espace sur les terres agricoles, ben pour les gens plus pauvres, ça va faire beaucoup moins de nourriture. Mais est-ce que c'est pas étonnant qu'avec le coût environnemental si important de la production de produits animaux, cette agriculture-là est encore largement subventionnée? Ça, je suis pas au courant des subventions. Je sais qu'aux États-Unis, c'est quand même assez important. Mm-hmm. Si on regardait le problème de façon très locale, c'est sûr qu'au Canada, on a beaucoup d'espace. Fait qu'on peut se dire, genre, on s'en fout, bétail, pas de bétail, on a beaucoup d'espace, donc des forêts de plus ou de moins, ça change pas grand-chose. Mais c'est sûr que c'est un problème global. Par exemple, pour le méthane et tout ça, c'est un problème. Les gaz à effet de serre. Les gaz à effet de serre, c'est quelque chose qui est global, qu'on peut faire aussi notre part ici. Puis, tant qu'à y être, on peut produire de la nourriture pour l'envoyer ailleurs pour qu'eux autres sauvent de l'espace aussi. C'est un problème global qu'il faut aborder de façon globale. C'est sûr qu'avec le commerce actuellement, on peut pas regarder de façon locale non plus. Les prix vont s'influencer mutuellement. Puis, si on voit la réaction d'une grande partie de la population à ces problématiques-là, puis qui veulent se tourner vers une agriculture qui serait plus locale ou une viande d'animaux en liberté, est-ce que tu as une opinion, fait certaines recherches là-dessus? Il y a des mouvements pour trouver des solutions pour, disons, sauver la planète, en guillemets. On parle des fois de manger local. Donc, manger local fait en sorte qu'on émet moins de gaz à effet de serre, donc c'est mieux pour l'environnement. Mm-hmm. C'est pas nécessairement vrai. C'est pas nécessairement faux, mais c'est pas nécessairement vrai. Ce qui arrive, c'est que le transport, c'est pas ça qui prend le plus de gaz à effet de serre. Surtout lorsqu'on transporte, quand on transporte en bateau, ça prend pas tant de gaz à effet de serre. C'est 10% d'énergie, je pense, en moyenne, les aliments qui circulent. Il y a 10% de l'énergie utilisée pour les produire qui est utilisé pour le transport. C'est quand même pas beaucoup. Oui. Par exemple, au Québec, d'un côté purement environnemental, c'est possiblement mieux de manger pendant l'hiver des tomates qui viennent du Mexique que de les manger du Québec. Je parle d'un point de vue environnemental. Ah oui? Parce qu'au Mexique, ils n'auront pas besoin d'utiliser d'électricité, toutes sortes de... Ils n'ont pas besoin d'utiliser beaucoup de
un gros système important pour pouvoir faire pousser des tomates. Parce que ça va pousser beaucoup plus facilement dans les champs. Ils n'ont pas besoin d'ajouter quoi que ce soit. Ça ne prend pas tant d'énergie. Donc, l'hiver, ça peut être préférable d'acheter des aliments qui sont importés. Parfois. Ça dépend des aliments. Des pommes qui ont été gardées longtemps, ou il y a des aliments qui se gardent longtemps aussi au Québec, qui ont poussé l'été puis qui se gardent longtemps, mais ça, c'est correct. Sauf qu'il faudrait se demander si la réfrigération fait pas en sorte de prendre beaucoup d'énergie, mais bon. Ça, j'ai pas calculé, fait que j'ai aucune réponse là-dessus. J'ai pas vu d'études là-dessus. Puis ensuite, c'est drôle parce qu'il y a des gens qui veulent acheter local pour des questions environnementales, mais qui vont utiliser leur voiture pour aller chercher chez chacun des fermiers. L'utilisation de la voiture, ça fait en sorte que ça prend beaucoup plus d'énergie au total. Si tu dépenses beaucoup de CO2, le bateau, pour emmener les tomates ici par tomate, ça prend presque pas d'énergie. Tandis que par tomate ou par aliment, quand on se promène en auto, ça peut prendre beaucoup d'énergie. Si on va chercher, mettons, au marché Jean Talon ou un marché public, tous nos fruits et légumes, sans avoir besoin de les déplacer beaucoup en voiture, ou si on y va à pied ou en transport en commun, là, on va sauver côté gaz à effet de serre. Mais est-ce que c'est écologique d'acheter du bon bœuf local de pâturage? Est-ce que c'est plus écologique? Les impacts sont probablement moins grands de consommer des fruits et légumes qui viennent de l'extérieur que de consommer... Mais en général, acheter du bœuf, c'est jamais la façon la plus écologique. À cause que ce qu'on disait tantôt, ça prend beaucoup d'espace, ça produit beaucoup de méthane, de gaz à effet de serre, puis ça fait en sorte que ça cause une déforestation plus grande. Oui, j'ai vu des graphiques qui parlaient de lentilles importées d'Inde avec un impact environnemental tellement moindre qu'une viande locale. Là. Mm-hmm. Ah, c'est très, très possible. Comme présentement, on voit certaines sécheresses dans certains endroits. Il y a des problèmes d'eau. De manque d'eau, c'est entre autres à cause de la production de la viande. C'est sûr que les changements climatiques, ils peuvent contribuer dans certains endroits, mais c'est que l'eau nécessaire pour produire de la viande, c'est au moins 10, pour la même quantité, c'est au moins 10 fois plus que pour des fruits et légumes, par exemple. Étant donné que les animaux vivent quand même quelques mois avant d'aller vers l'abattoir, donc ils consomment une quantité d'eau. Environ, et puis on parle aussi de l'eau pour la quantité de plantes multipliées, de céréales multipliées. Parce qu'on a toujours le choix, soit qu'on produit du bœuf, soit par pâturage, donc on les envoie dans des champs puis ils broutent, ils mangent. Parce qu'il y en a qui vendent beaucoup la viande de pâturage, comme quoi que c'est plus écologique et tout ça. Bon, c'est sûr qu'il faut considérer les rotations, parce que des fois on peut utiliser les animaux pour engraisser les sols, pour avoir utilisé moins d'engrais par la suite. Donc, c'est toujours des questions compliquées. C'est pour ça que on n'a pas une réponse définitive. C'est ça. Donc, il peut y avoir des rotations, mais en même temps, même considérant les rotations, c'est pas un avantage nécessairement de manger de la viande. Parce qu'il y en a qui disent que oui, il faut manger de la viande pour engraisser les sols, mais il y a d'autres façons de les engraisser de toute façon. Puis peut-être qu'ils sont moins performants par unité de terrain, mais c'est qu'on va pouvoir produire tellement plus d'aliments que c'est pas nécessairement un inconvénient. Parce que c'est mieux d'avoir un rendement un peu moins grand avec des plantes que de produire beaucoup de viande. Puis dis-moi, peut-être que je sors de ton terrain de compétences, mais au niveau de l'impact environnemental de la surpêche, as-tu certaines connaissances, certaines opinions là-dessus? On touche pas vraiment au domaine de la pêche. Fait que moi, je m'y connais pas. Ben, je veux dire, professionnellement parlant, je m'y connais pas nécessairement. Mais c'est sûr que, à ce que je vois dans les recherches scientifiques, il y a une diminution importante de plusieurs réserves de poissons. On utilise maintenant des techniques de pêche tellement plus perfectionnées, puis il y a tellement plus de monde qui mange du poisson maintenant que les stocks diminuent de façon considérable. Fait que c'est plus qu'inquiétant. Il y en a qui disent que la mer est en train de se vider. Donc, il y a une diminution aussi, un problème pour obtenir plus de poissons, mais je ne sais pas quand que le problème va survenir lorsqu'on n'aura plus de poissons. Mais oui, c'est un gros problème. Fait que c'est ceux qui disent qu'il faudrait arrêter de manger du bœuf, manger plus de poissons. C'est tout aussi inquiétant. OK. Vous avez toutes les diètes qui vont encourager l'augmentation de n'importe quelle viande. C'est un peu inquiétant. C'est sûr que, par exemple, on est mieux de manger, par exemple, de côté purement environnemental, je parle. OK? On va aller côté purement environnemental. C'est plus efficace de manger le poulet que de manger une vache. Le bœuf, c'est l'aliment de loin qui prend le plus de ressources à produire. Autant en termes de quantité d'eau, en termes de superficie, c'est vraiment ce qui... Puis en termes de ce qui produit le plus de gaz à effet de serre, c'est le pire aliment. Sauf qu'on est mieux de transférer, par exemple, le poulet qui va produire plus. Mais bon, en même temps, c'est que si on transfère au tofu, ça va avoir encore moins d'impact. Fait que même si tout le monde se convertissait au poulet demain matin dans le monde, ben, on aurait encore des problèmes côté environnemental. Ouais. On risquerait encore de manquer d'espace à cause de la demande importante.
Ce qu'il faut considérer, c'est aussi toutes les questions éthiques. Tu sais, comme si c'était juste pour des raisons environnementales, je pense peut-être que je mangerais de la viande une fois par mois, peut-être, une fois par 2 semaines. Je ferais beaucoup, beaucoup moins, puis j'en mangerais peut-être un peu. Mais tu sais, le dernier pas se fait d'un côté éthique. Fait que oui, c'est important de diminuer, ça c'est incontestable, je veux dire, au niveau mondial. Puis le reste, il faut avoir une réflexion un peu plus loin que le côté environnemental. Et puis, si je terminais notre entrevue en te demandant, toi, sceptique, qu'est-ce que c'est le plus grand mythe qui est entretenu à propos de la consommation de produits animaux? Qu'est-ce que c'est le plus grand mythe, le mythe le plus présent ou le plus persistant? C'est une bonne question. Le mythe le plus important... Ou celui auquel tu aurais le plus envie de t'adresser? Que c'est essentiel de manger des produits animaux. Qu'on ne peut pas survivre sans produits animaux. Je veux dire, on peut survivre, là. En tout cas, jusqu'à date, je survis très bien. Ça fait 15-16 ans que je suis végétarien. Végétalien, ça fait à peu près 2 ans. Je survis très bien. Moi, je n'ai même pas vu de différence quand j'ai fait la transition. J'ai pas... Fait que, tu sais, c'est beaucoup un mythe comme quoi que on peut pas s'en passer, qu'on va se sentir moins bien, qu'on va avoir toujours faim. C'est pas vrai. Moi, j'ai un gros appétit en général, puis je suis capable de combler mon appétit avec un régime végétalien. J'ai entendu dire que le cerveau était susceptible de rapetisser. Ah, ouais, oui, sur les soya, ben oui. C'est sûr que par rapport au soya, il y a des peurs importantes. On dit que le soya peut causer toutes sortes de problèmes de santé. C'est drôle. Au niveau des études scientifiques, au niveau de... est-ce qu'on trouve quelque chose de sérieux là-dessus? Ou... Non, ben c'est sûr que quand on regarde la littérature scientifique, il faut faire attention. Parce que on peut obtenir toutes sortes de résultats en sciences. C'est pas parce qu'il existe plusieurs vérités. C'est que les études, prises une à une, les études scientifiques ne sont pas nécessairement fiables. Ce qu'il faut regarder, c'est l'ensemble des études scientifiques puis faire une analyse globale de la situation. C'est là qu'on pourra trouver des réponses. Parce qu'il y a toujours des erreurs qui vont survenir. Il n'y a aucune étude scientifique qui est parfaite. Il y a des biais qui sont apportés par l'expérimentateur. Il y a des fluctuations statistiques qui font en sorte que des fois, on va obtenir une réponse positive alors que c'est juste par hasard qu'on l'obtient. C'est ce qu'on appelle un faux positif en science. Puis il y a toutes sortes de trucs à considérer. C'est sûr que... par exemple, on fait des tests sur des animaux, mais je veux dire, c'est pas parce que l'animal va développer des problèmes de santé que l'humain va en développer. Parce qu'on a quand même des systèmes qui sont différents. Fait que, tu sais, qu'il y a des gens, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont sélectionner quelques études scientifiques sur le soya, ou l'avis de quelques scientifiques, tu sais, très limités. Puis après ça, ils vont dire, ah, et voilà, le soya, c'est dangereux, le soya peut vous tuer. Peut faire rapetisser le cerveau, entre autres, et tout ça. Alors que lorsqu'on regarde globalement la littérature scientifique, ça n'a aucun sens. Fait que, tu sais, souvent, c'est juste quelqu'un qui a dit ça, qui a écrit ça sur un blog ou un site web, puis là, c'est répété par quelqu'un d'autre, puis etc., etc. Puis tu as des organismes anti-soya qui essaient de faire la promotion, entre autres, de la viande, puis qui essaient de s'attaquer au soya. Mais la désinformation est enclenchée. Oui, la désinformation est là, tu sais. Puis, tu sais, il y a un blog, entre autres, sur Internet... je vais le nommer, santénutrition.org, qui c'est n'importe quoi. Je veux dire, c'est des articles qui sont copiés d'autres pages web où il n'y a même pas de référence, c'est même pas signé. C'est déconnecté de la réalité scientifique, sauf que c'est beaucoup transmis sur Facebook. Aussitôt que la peur est engendrée, ben, les gens vont avoir de la misère à revenir en arrière parce qu'aussitôt qu'on a peur de quelque chose comme ça, l'étape pour faire pencher la personne de l'autre côté, ça peut être assez difficile. Donc, il faut être extrêmement prudent avec les différents sites web, les blogs, même les nouvelles dans les journaux. Il faut faire attention aussi. Peu importe qu'ils vont dire que tel produit est dangereux ou bénéfique, il faut faire extrêmement attention parce que souvent, c'est basé sur une étude et pas une analyse complète. Il faut faire attention à ses sources. C'est difficile de trouver des bonnes sources. Mais bon, c'est ce que j'essaie de faire moi en tant que sceptique, d'essayer d'analyser les différentes sources possibles par rapport à soit l'alimentation ou toute autre question pertinente. Ben merci Dany, ta rigueur est appréciée. Pour terminer, ben écoute, est-ce que tu as un blog qu'on peut suivre? Oui, mon blog, je parle de toutes sortes de sujets, mais ça peut aider à mieux comprendre les études scientifiques entre autres. C'est lesceptique.ca.
Donc, en un mot, lesceptique.ca, là, lequel je parle, entre autres, de toutes sortes de sujets. Puis, je vais sûrement finir par parler soit de soya ou de viande, quelque chose comme ça. Je sais pas encore comment l'aborder. J'avais quelques idées, mais bon, tu sais, en même temps, je vais rester prudent. Je vais demander la corroboration de quelqu'un qui est pas végétalien, tu sais, pour être sûr que mon billet, c'est sûr qu'on a tous un billet a priori, tu sais. C'est pas parce que ça veut pas dire qu'on va dire des choses fausses. Par exemple, j'aime le brocoli. Mais si je dis que le brocoli, c'est bon pour la santé, tu veux dire... on peut pas dire... C'est valable, oui. Ouais, ben c'est ça, ça reste vrai, même si j'aime beaucoup le brocoli. Oui, à ce propos-là, des fois, on dit, mais vous transmettez cette information-là parce que vous êtes végétarien, parce que vous êtes végétalien. Oui, mais il y a peut-être aussi de cette information-là, une fois qu'elle m'a été transmise, m'a poussé à éventuellement devenir végétarien ou végétalien. C'est-à-dire que le biais peut être inversé, là. On peut avoir fait des choix suite à des informations vérifiées et intéressantes qu'on a trouvées sur notre chemin. Ben, c'est sûr qu'on peut changer d'avis en fonction de l'information qu'on trouve. Fait que c'est pour ça que j'incite beaucoup les gens à regarder les impacts environnementaux de la consommation de la viande, les impacts éthiques aussi. Je pense qu'on peut de moins en moins nier les impacts que ça a sur les animaux. C'est sûr qu'autrefois, on voyait les animaux comme des machines. On les voit encore comme des machines sur les fermes. Les animaux, c'est des machines. Ils servent à produire de la nourriture. Ils ne sont pas vus comme des individus, ils sont vus comme de la nourriture. Parce que s'ils étaient vus comme des individus, on les traiterait totalement différemment. Il faut regarder ça. Il faut regarder aussi sur la santé. Mais sauf que pour la santé, moi, c'est le domaine que je reste le plus prudent. Puis c'est extrêmement complexe comme question. Ça dépend tellement de paramètres. Ce que je vois, puis selon les recherches qui se font, c'est que le régime végétalien peut être très santé, très valable pour être en santé. Puis c'est ça qui m'intéresse, moi, c'est de savoir, est-ce qu'on peut être en santé végétalien? La réponse semble de plus en plus claire. Ça semble être oui. Merci à tous ceux qui ont frayé le chemin. C'est sûr que j'incite les gens à s'informer le mieux possible parce qu'on va avoir quand même des choix importants à faire dans le futur. Autant au niveau éthique animal, parce qu'on comprend mieux les animaux puis on se rend compte qu'ils sont pas si loin de nous. Autant sur l'environnement, que la viande, c'est un des grands enjeux majeurs actuellement côté environnemental. C'est pas assez discuté, c'est connu, mais pas assez discuté. Puis je pense que ces deux points-là, il faut y toucher un jour. On ne peut plus l'éviter très longtemps. Ça commence à se parler un peu plus, mais bon, on l'évite encore, mais il faut en discuter. Fait que merci de m'avoir invité pour qu'on puisse en discuter.